Mes amis, c'est confirmé, ok, c'est confirmé, frontière et Roxham Road fermé et frontière canado-américaine côté un pile immigrant toujours passé, c'est là m'était passé. M'invite nous venir regarder des vidéos ensemble avec nous pour nous capable ouais comment ça est monde malgré autant de ça qui pour un risque quand même venir peut-être yo pour entrer Canada. OK? On a La majorité d'entre eux de traverser la ligne. Et puis à ce moment-là, on les amène au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle où chacun de leurs dossiers sera étudié par l'Agence des services frontaliers du Canada. Certains pourront demander l'asile au pays, alors que d'autres seront définitivement refoulés vers les États-Unis. À ce sujet, je vous invite à écouter un homme originaire du Cameroun qui nous explique pourquoi il a tout de même décidé de franchir la frontière canado-américaine. Ça a été très compliqué. Brésil, Bolivie, Pérou, Honduras, Nicaragua, Mexique. Il y a eu beaucoup de morts en route. Si la nature m'a permis d'arriver ici, c'est parce que je pense que je peux avoir une futur ici. Et pour moi et mes enfants, que ça en Afrique d'ailleurs. La fermeture du chemin Roxham continue de faire réagir. On a pu croiser plus tôt aujourd'hui un représentant de l'État de New York de l'autre côté de la frontière, donc du côté américain, et lui il s'inquiète de l'impact de cette nouvelle entente sur sa population. Et il y a également Amnesty International qui appréhende les conditions de vie dans lesquelles seront plongés les migrants qui sont retournés aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas un pays sûr parce que on criminalise la migration, on arrête, on emprisonne, on sépare les familles, on ne respecte pas le principe de non-refoulement. Donc les personnes sont susceptibles d'être retournées vers leur pays d'origine où elles sont susceptibles de persécution. Je rappelle que le Canada s'est engagé envers les États-Unis à accueillir encore 15 000 nouveaux migrants par les voies officielles. Ici Élise Allard, Radio-Canada, sur le chemin Roxham. La Russie a annoncé qu'elle entend déployer le chemin Roxham, qui font des demandes d'asile avec l'espoir d'un avenir meilleur ici même au Canada, malgré le fait que cette fermeture, entre guillemets, a été annoncée hier par les autorités américaines et canadiennes. J'ai simplement envie, tout d'abord, de vous demander quelle est votre réaction à ces développements. Disons que c'est une fermeture symbolique, puisque l'entente qu'il y a eu hier, dont on a parlé hier, qui notifiait donc la fermeture du chemin Roxham, prévoit déjà qu'il y ait 15 000 demandeurs d'asile qui puissent passer par les frontières régulières. Donc la fermeture du chemin Roxham a réglé le sujet de l'irrégularité d'entrée au Canada. Maintenant, ça va être des demandes qui se feront directement aux frontières normales. Donc voilà. Vous l'avez vous-même emprunté, ce chemin-là, en 2017. Comment ça s'est passé pour vous à l'époque? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé à un moment donné, OK, on y va, on passe par le chemin Roxham, parce que vous étiez dans le Maryland à l'époque. Exactement. Mais j'étais en train de faire mes recherches pour voir c'est quoi les procédures pour la demande d'asile, puisque j'avais fui mon pays pour des persécutions politiques. Togo. Et j'ai appris effectivement qu'il y avait cette vague de migrants qui passait par un chemin particulier. La différence entre les États-Unis et le Canada, c'est d'abord que le Canada est un territoire beaucoup plus paisible. Aux États-Unis, 400 millions d'armes circulent et les gens ont la liberté de l'utiliser. On connaît la relation entre la police et les personnes issues de la diversité. Et puis aussi, c'était ce discours un peu très violent du président qui s'attaquait donc directement à Donald Trump à l'époque, qui s'attaquait à des gens pour rien du tout. Et je trouvais que c'était très insécure. Je ne voulais pas que ni moi ni mes enfants, qui devraient normalement me rejoindre dans mon exil, je ne voulais pas qu'on vive là-bas. Et aussi, comme je viens d'un pays francophone, le chemin Roxham débouche directement sur le Québec. Donc c'était une meilleure façon d'immigrer, de m'intégrer plus facilement. Ça semble être un parcours du combattant. On entend les gens parler. On entendait un homme, entre autres, énumérer tous les pays qu'il a traversés pour venir ici, en bout de ligne,
au Canada. Comment vous vous sentiez à l'époque? Vous aussi, vous en avez mené un parcours du combattant. Pendant que vous nous parliez tout à l'heure, on a aperçu un livre qui nous a été parlé parce que vous nous avez parlé, vous avez publié ce livre-là récemment sur votre expérience. Je voulais raconter effectivement ce parcours-là qui est particulier parce que, comme je le disais bien avant d'être migrant moi-même, on avait toujours un avis sur la migration, pourquoi les gens partaient. En Afrique à l'époque, les gens traversaient les déserts et les océans pour pouvoir partir de leur pays. Et donc c'était un phénomène que je ne comprenais pas autant que je l'ai senti de l'intérieur. Et puisque effectivement entrer au Canada par ce chemin Roxham qui était irrégulier, c'était un phénomène particulier, je me suis dit qu'il fallait documenter. On se sent assez courageux quand même de partir vers l'inconnu. C'est un chemin de non-retour, il faut aller au bout et c'est des fois difficile. On peut être à la merci des passeurs, comme on a vu, c'est arrivé pour beaucoup de gens. Comment ça s'est passé lorsque vous êtes arrivé? Parce que vous dites que vous avez passé une dizaine de jours. Est-ce qu'on dit en détention ou en... Oui. En détention parce que dès qu'on franchit le petit bout de chemin qui sépare les États-Unis du Canada, on est arrêté. On est arrêté par la police parce qu'on venait de commettre un acte illégal. On est rentré dans le pays sans visa, sans passeport, sans identité, autorisé à rentrer. Et donc là, c'est là qu'on parle de notre souhait de demander l'asile. Et là, on est arrêté. En 2017, il n'y avait pas les infrastructures qu'il y a eu après. Et donc, on était obligé d'attendre que les documents et les gens soient analysés et étudiés parce que on fait des empreintes, on fait un background check de notre, les antécédents criminels, j'allais dire. Et donc, tout ça prenait un peu de temps. Et puis, c'était nouveau aussi pour l'administration à ce moment-là. Donc, tout le monde était un peu surpris par la vague de 2017. Donc c'est pour ça même que j'ai trouvé intéressant qu'ensuite il y a eu des infrastructures pour accueillir les gens et les faire passer tout simplement parce que 10 jours à dormir à la belle étoile, ne pas se laver, c'était un peu compliqué, mais j'ai raconté dans le livre. Vous avez trouvé un peu plus humaine, entre guillemets, les infrastructures qui par la suite se sont installées là-bas. Est-ce que ça a été parce que vous êtes maintenant résident permanent, c'est fait, mais ça date de l'an dernier? Oui, 2021. Fin 2021. Après tout ce temps, quand même, est-ce que ça a été long? Parlez-nous de comment ça s'est passé l'après, parce que vous travaillez, vous êtes dans le domaine des communications dans votre pays aussi. Vous étiez à l'origine de communication même gouvernementale et c'est ce qui a été mené aussi à votre départ du Togo parce que vous n'étiez plus en phase avec le... Exactement, avec le régime là-bas. Là, en ce moment, vous êtes à nouveau dans le travail des communications, vous menez des campagnes de sensibilisation. Est-ce que ça a été difficile de s'adapter à la société nord-américaine, à retrouver cette valorisation-là par le travail? Ça a été difficile parce que, effectivement,